Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue dans cette première partie du cours intitulé Introduction à la cellule. J'espère qu'à la fin de cette première partie, vous serez capable de citer les différentes étapes de la découverte de la cellule, de relater les critères de la diversité et de l'uniformité des cellules, et enfin de comparer une cellule eucaryote à une cellule prokaryote. Pour réaliser cette première partie, nous allons aborder 3 paragraphes. Nous allons commencer par parler de la découverte de la cellule. Ensuite, nous allons discuter de l'uniformité et de la diversité des cellules. Et pour finir, nous parlerons de la classification des cellules. La découverte de la cellule a été déterminée par 2 contextes. Le premier contexte est le développement des outils d'agrandissement. Vous savez que la cellule est une entité microscopique qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, en l'absence d'outils capables d'agrandir donc cette cellule pour qu'elle soit observable, nous ne pouvions pas l'observer. Et donc, c'est grâce au développement des outils d'agrandissement avec Robert Hooke, Leung Hooke et autres que nous sommes maintenant capables d'observer la cellule. Bien sûr, les outils à eux-mêmes ne suffisent pas. Et le deuxième contexte, c'est l'observation des cellules, des phénomènes cellulaires qui ont été faits par plusieurs savants que nous allons énumérer. Commençons par parler donc de développement des outils d'agrandissement et commençons par le microscope de Robert Hooke. Alors, Robert Hooke, c'est le premier qui a donné le nom de cellule à cette entité. Il a observé le liège, que vous voyez ici, à droite, et donc, il a remarqué qu'il y a des petites chambres, qui ressemblent aux chambres utilisées par les moines pour y habiter, et donc, il les a appelées cellules, en leur donnant tout simplement le nom des habitations des moines. Son microscope, que vous voyez là, vous le voyez ici en photo, ici on voit un schéma explicatif, et donc vous voyez qu'il est composé de 2 grandes parties. La première, celle qui est à gauche, va servir donc à apporter la lumière nécessaire pour l'observation. Il est constitué d'une lampe à huile avec un ballon d'eau, et une lentille pour agrandir. Donc la lumière va passer à travers le ballon d'eau et la lentille pour éclairer l'échantillon qui se trouve ici. Ici, nous avons donc un tube optique constitué par un oculaire et un objectif et une vis de mise à point. Et donc, il va nous permettre de faire cette observation. Ça, c'est le premier microscope. Le second, c'est celui de Leung Hooke. Et c'est un petit microscope. Vous regardez ici dans la photo comment son utilisation. Et il n'a pas été, si vous voulez, développé pour observer les cellules. Au début, il a été utilisé, ou il a été créé pour compter les fils des tissus. Leung Hooke était un marchand de tissus et la qualité des tissus dépendait donc des fils qui constituaient ces tissus. Et donc, il avait besoin d'un outil pour agrandir la vision afin de compter le nombre de fils qui se trouvent par maille de tissu. Et donc, premièrement, on le voit ici. Donc, nous avons là où on place l'échantillon. Ici, nous avons une seule lentille. Ici, sont des vis pour déplacer soit l'échantillon afin qu'il soit observable. Donc, vous voyez comment on l'utilise. Et donc, c'était un petit appareil qu'on appelle microscope tout simplement parce qu'il agrandissait. Alors, il était constitué d'une seule lentille. Et donc, ça a permis d'observer et de compter le nombre de fils. Mais après, Leung Hooke va l'utiliser pour observer d'autres éléments vivants et il va participer à découvrir des protozoaires, des spermatozoïdes. Et donc, même il a affirmé qu'il existe l'existence des bactéries. Ce qui est très important dans ce microscope, c'est qu'il permet un agrandissement très important, puisqu'il atteint 275 fois et un pouvoir de résolution de 1,4 micromètres. Nous allons faire la différence entre l'agrandissement et le pouvoir de résolution dans notre première séance de TP. Ensuite, il y avait d'autres mémoires qui ont été découvertes, d'autres microscopes, qui ont été découverts. Vous avez le microscope optique à miroir ici, qui a été utilisé par Louis Pasteur. Le miroir servait donc à
réfléchir la lumière du jour, et donc pour pouvoir passer dans le tube optique, observer l'échantillon. Nous avons le microscope optique avec des éclairages électriques intégrés, le microscope électronique, et actuellement, nous avons des petits microscopes qu'on peut ajouter à notre smartphone. Et donc, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Il y a, si vous voulez, des microscopes qui sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus spécifiques pour observer certaines choses, certains niveaux, donc pour faire certains niveaux d'observation. Ça concerne donc le développement des outils d'agrandissement. Maintenant, essayons de voir quelles sont les observations qui ont été faites et quels sont les phénomènes cellulaires qui ont été observés. Pour commencer, en 1833, Robert Brown va observer le noyau de l'épiderme de l'orchidée, qui est une fleur. Ensuite, Matthias Schleiden, en 1838, il va identifier les premières cellules végétales et il va conclure que toutes les plantes sont constituées de cellules. À son tour, en 1839, un autre savant allemand, Theodor Schwann, va affirmer que les animaux, eux aussi, sont constitués de cellules. Et c'est Rudolf Virchow, un médecin allemand, en 1855, qui va observer pour la première fois une division cellulaire. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de cumuls des observations qui nous ont permis actuellement donc, de parler de la théorie cellulaire. Alors, comme nous avons vu pour les êtres vivants en général, il y avait une certaine unité, une certaine diversité, chez les cellules, on va trouver la même chose. On va trouver qu'il y a une diversité et il y a une unité entre ces cellules. La diversité concerne la variété de forme, la variété de taille, la diversité des besoins chimiques, la diversité des fonctions, la spécialisation des cellules et pour finir, la diversité des vitesses des processus biologiques. L'unité concerne la chimie fondamentale, le contrôle génétique et l'unité de base des organismes qui est la cellule. Alors, commençons par les différences. Alors, commençons par donc la diversité des cellules et parlons pour commencer, de la variété des formes. Vous voyez ici des images, des photos de plusieurs types de cellules. Ici, vous avez une cellule nerveuse, ce qu'on appelle aussi neurone. Vous avez ici des cellules de la peau, ici des cellules bactériennes, ici un œuf, une cellule d'œuf. Et donc, ici, vous avez des cellules végétales. Donc, vous voyez que ces différentes cellules n'ont pas la même forme. Et donc, les cellules varient selon la forme. Et donc, nous allons voir qu'il y a une grande multitude de variétés en fonction de cette forme. Ici, le deuxième type de diversité ou de différence entre les cellules, c'est la variété de taille. Et donc, vous voyez ici, nous avons une cellule nerveuse, une paramécie, une chlamydomonas, c'est le levure, et ici, une bactérie qu'on appelle l'hélicobactère pyrroli, qui est responsable de l'ulcère de l'estomac. À première vue, ces photos, ils ont la même taille, d'accord? Alors, on peut penser on peut comparer la taille uniquement en comparant les photos. Non, il faut prendre en considération l'échelle. Donc, vous voyez ici, cette distance, elle vaut 100 micromètres, tandis que celle-là, elle vaut 25 micromètres, c'est à peu près le quart. Celle-ci, uniquement 10 micromètres, c'est à peu près 0,1, le 1 dixième si vous voulez. Et ici, nous avons 5 micromètres, et ici, uniquement 1 micromètre, c'est-à-dire 1 centième. Donc, vous voyez que, bien que nous avons affaire ici à des cellules, chaque cellule ici varie en fonction de sa taille. Elle a une taille différente des autres. Donc, c'est le deuxième critère de diversité des cellules, la variété de taille. Ensuite, toujours dans cette variété de taille, vous voyez ici une échelle de taille pour montrer donc les grandes différences qui existent au point de vue taille, puisqu'on passe de 1 mètre à 1 angstrom. Et donc, vous voyez que c'est une grande variété. Certaines choses, on ne peut les observer qu'au microscope électronique, d'autres, on peut les observer au microscope optique, enfin, d'autres sont observables à l'œil nu. Troisième critère de diversité, c'est la diversité des besoins chimiques. Les cellules, bien qu'ils sont constitués d'un cytoplasme, d'un noyau, et ils sont entourés par une membrane plasmique. Chez les végétaux, on va trouver en plus de cela une paroi pectocellulosique, on parlera de ça plus tard. Et donc, mais de façon générale, ils n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, les végétaux, les cellules végétales, surtout des plantes vertes qui possèdent des chloroplastes, ils ont besoin de CO2.
et de la lumière pour synthétiser leur matière organique. Les globules rouges n'ont pas besoin de la lumière. Ils ont besoin de l'oxygène. Chez certaines bactéries, dites bactéries anaérobies, l'oxygène est un poison, il va les tuer. Donc, vous voyez qu'il y a une diversité des besoins chimiques et donc les cellules n'ont pas toutes les mêmes besoins chimiques. Et ça, c'est le troisième critère de différence entre les cellules. Ensuite, nous avons le quatrième critère, c'est celui de l'hétérogénéité des fonctions. Toutes les cellules n'ont pas les mêmes fonctions. Alors, cela est dû à quoi? Donc, cela est dû à la fois à ces différences qui existent au niveau de la taille, de la forme et des exigences chimiques. Prenons par exemple ici les globules rouges, ils ont besoin de l'oxygène, d'accord? Et leur fonction, c'est le transport des gaz respiratoires, surtout de l'oxygène, et une partie de CO2. Tandis qu'ici, ce sont des globules blancs, ce sont aussi des cellules sanguines, mais leur rôle, c'est l'immunité, c'est la défense de l'organisme. Ici, les cellules nerveuses, ils ont pour rôle la transmission de l'influx nerveux et donc la commande des mouvements, et le contrôle des différents aspects physiologiques de notre organisme, que ce soit au niveau cellulaire ou bien au niveau des organes ou au niveau du système. Ici, par exemple, nous avons des cellules sécrétrices qui vont sécréter des éléments dont le corps a besoin, comme les hormones. Et ici, nous avons d'autres cellules dont le rôle est de permettre le passage. Nous sommes au niveau de l'intestin grêle, et donc ici, c'est l'absorption intestinale, et ce sont les cellules épithéliales qui vont assurer cette transmission entre le sang et le tube digestif. Et donc, d'autres cellules qui ne sont pas représentées ici comme les spermatozoïdes que vous connaissez et l'ovule sont responsables de quoi? Sont responsables de la reproduction. Ils vont transmettre le matériel génétique. Les cellules musculaires, eux, ils sont capables de développer, de transformer l'énergie chimique en énergie mécanique. Et donc, vous voyez que les cellules varient. Varient en fonction de ce critère des fonctions. Chez l'anguille marine, on trouve que les cellules musculaires peuvent produire des chocs électriques. C'est un outil de défense pour ce poisson qui est l'anguille électrique. Alors, ceci va nous entraîner à quoi? Ça va nous entraîner au dernier critère qui est la spécialisation des cellules. Vous avez déjà étudié le muscle, vous avez vu que la cellule musculaire, elle est spécialisée dans la transformation d'énergie chimique en énergie mécanique et le développement donc de mouvements. Les spermatozoïdes et les ovules sont responsables de la reproduction, d'accord? Et donc, vous voyez que ces cellules responsables de la reproduction, ils vont assurer un rôle très, très important, c'est la transmission des instructions génétiques, c'est la transmission de ce que vous avez appelé en terminale l'année dernière, le khabar al-wirasi, l'information génétique, c'est-à-dire l'ensemble du code qui a passé à la fois au père et à la mère, qui va être transmis à la descendance grâce à des cellules spécialisées. Donc, il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre les différences de fonction et la spécialisation, si vous voulez, c'est un niveau supérieur à la diversité des fonctions. Pardon, c'était l'avant-dernier critère. Maintenant, avec le dernier critère, la différence des vitesses des processus biologiques. Nous avons ici la représentation des différentes échelles, la représentation d'une échelle des différentes vitesses de processus biologiques. Par exemple, les premiers événements de la vision de la photosynthèse nécessitent 10 picosecondes, c'est-à-dire 10 moins 11 secondes. Une réaction catalysée par enzyme va demander 1 milliseconde. Le temps de synthèse protéique, il est supérieur à 10 secondes. La reproduction d'une levure demande 10 puissance 4 secondes, ça fait 3 heures. La reproduction d'une bactérie demande 20 minutes. La durée de la vie d'une drosophile, que vous avez déjà étudié l'année dernière en génétique, c'est à peu près 1 mois. La durée de vie d'une souris, 1 an. La durée de vie d'un homme, c'est 100 ans. Actuellement, c'est la moyenne c'est 65 ans. Et donc, vous voyez que ces processus biologiques qui se passent au niveau de notre organisme, au niveau de la cellule, ils vont avoir donc des vitesses qui sont différentes. Et de cette vitesse de processus biologique va dépendre donc la vie de la cellule, va dépendre aussi son action et son fonctionnement.
Passons maintenant à l'unité des cellules. La première chose qu'on trouve, le premier critère qui caractérise cette unité, c'est l'uniformité de la chimie fondamentale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la chimie fondamentale? C'est ce que vous avez appelé l'année dernière la synthèse des protéines. Ce sont les 3 étapes, d'accord? La réplication de l'ADN, la transcription et la traduction. Donc, cette chimie, on va la trouver chez toutes les cellules qui ont une ADN. Donc, vous voyez que nous avons ici une chimie fondamentale qu'on va trouver toutes les cellules, quelle que soit leur fonction, s'ils ont un noyau, s'ils synthétisent des protéines, on va trouver cette chimie fondamentale, on va trouver ces différentes étapes, l'ADN qui peut se répliquer, mais qui est transcrite pour transférer son code grâce à l'ARN de transport, à l'ARN de messager, pardon. Ensuite, l'ARN messager est traduit pour nous donner une protéine. Cette protéine sera responsable la plupart du temps, c'est une enzyme qui va permettre de catalyser la réaction biochimique au niveau des cellules. Ensuite, nous avons l'unité des cellules, dans l'unité des cellules, nous avons le deuxième critère, c'est l'uniformité du contrôle génétique. Alors, toutes les cellules sont contrôlées grâce à un code génétique. Alors, vous allez me dire comment se fait ce contrôle? Ça se fait selon ce que nous avons déjà vu. Rappelez-vous, il y a synthèse de protéines. Cette protéine, elle peut être une protéine de structure ou une protéine fonctionnelle. Et lorsque c'est une protéine qui s'intègre une enzyme, il va permettre le contrôle. Alors, lorsque l'organisme, par exemple, il y a trop de sucre, trop de glucose dans le sang, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'ordre pour que ce sucre soit transformé en glycogène. Et comment il va faire? Tout simplement en produisant des enzymes qui sont capables de transformer le glucose en glycogène. Et l'inverse, lorsque nous avons besoin du glucose et qu'il n'y a pas un apport alimentaire, et donc dans ce cas-là, nous allons produire des enzymes qui vont dégrader le glycogène pour produire le glucose dont l'organisme a fonction. Donc, quelle que soit la forme et la fonction, cette forme et cette fonction sont déterminées par le code génétique. Donc, le code génétique ne contrôle pas simplement la fonction, mais il contrôle aussi la forme et la morphologie, ce qu'on appelle aussi la morphologie de la cellule. Alors, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. C'est ça le troisième critère. Alors, l'uniformité de l'unité de base des organismes veut dire tout simplement que tous les êtres vivants, qu'ils soient unicellulaires ou multicellulaires, sont constitués de cellules. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on dit que la cellule est l'unité structurale et fonctionnelle de l'organisme. Si on veut classer les cellules maintenant, on peut les classer en deux grands types de cellules. Nous avons les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. Les cellules prokaryotes, ce sont des cellules qui n'ont pas de noyau. En réalité, ils ont le matériel génétique, mais ce matériel génétique, il baigne dans le cytoplasme de la cellule. Et les cellules eucaryotes, ils ont un noyau, c'est un vrai noyau. E veut dire vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement que le matériel génétique, il est entouré par une membrane nucléaire. Et dans ce cas-là, on peut distinguer les cellules animales et les cellules végétales. Si on compare une cellule animale à une cellule végétale, on se rend compte, par exemple, à partir de ces deux schémas, si nous avons une cellule animale et une cellule végétale, la cellule, toutes les deux possèdent une membrane plasmique, mais en plus de la membrane plasmique, vous remarquez que la cellule végétale va posséder une paroi qu'on appelle la paroi pectocellulosique. Pourquoi pectocellulose? Parce qu'elle est constituée de pectine et de cellulose, ou bien on l'appelle aussi une paroi squelettique, parce qu'elle va constituer le squelette, elle va garder la forme de la cellule. La cellule végétale aussi va posséder, en plus de cela, les plastes. Il va aussi être différente de la cellule animale par l'existence de grandes vacuoles. Le nombre de vacuoles à l'intérieur de ces végétales, elle est limitée, mais elles sont de grande taille. Tandis que dans la cellule végétale, dans la cellule animale, on va trouver le centrosome qu'on peut trouver chez la cellule végétale. Si on compare maintenant une cellule eucaryote à une cellule prokaryote, le noyau, on le trouve chez les cellules eucaryotes, mais il ne se trouve pas chez les cellules prokaryotes, comme je l'ai déjà dit. L'ADN, elle est présente, mais elle baigne dans le cytoplasme sans aucune séparation par rapport aux autres composantes du cytoplasme. La membrane plasmique, on la trouve à la fois chez les eucaryotes et les prokaryotes. Les mitochondries, on les trouve uniquement chez les eucaryotes, mais on ne les trouve pas chez les prokaryotes. Cependant,
certaines bactéries sont capables de réactions d'oxydation. Et les réactions d'oxydation ont besoin d'enzymes. Ces enzymes, on va les trouver au niveau de la membrane plasmique des prokaryotes. Le réticulum endoplasmique, lui aussi, on va le trouver chez les eucaryotes, mais on ne le trouve pas chez les prokaryotes. Les ribosomes, ils sont présents à la fois chez les eucaryotes et les prokaryotes. Les chloroplastes, on va les trouver uniquement chez les plantes vertes. On va pas les trouver chez les prokaryotes. Cependant, certaines bactéries sont capables de photosynthèse. Et donc, ils vont la faire grâce aux chromatophores. Voyons maintenant un élément très important de la cellule, c'est sa taille. La cellule, il a une très petite taille et ça lui donne un grand avantage. Alors, de quel avantage il s'agit? Il s'agit simplement de l'augmentation de la surface d'échange. Prenons cet exemple-là qui est très simple. Alors, prenons ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez des cubes. Alors, ici, un seul cube. Ici, nous avons 8 cubes. Ici, nous avons 64 cubes. Mais ces cubes, ils occupent tous le même volume. Tous les deux, ils ont 64 cm3, 64 cm3, 64 cm3. Cependant, si on voit la surface totale de ces cubes, on voit que ici nous avons 96 cm2, ici 192 cm2, ici 384 cm2. Eh bien, nous savons que le cube, il a 6 surfaces. Alors, puisque ici le côté de 4 cm, 4 fois 4 c'est 16, 16 fois 6 c'est 96 cm2. On peut faire la même chose ici. Vous avez ici 8 cubes de 2 cm, vous faites le calcul. 67 ici de 1 cm, vous faites le calcul aussi. Et donc vous voyez, pour un même volume, pour un même espace, ce même espace peut être occupé par un cube de 4 cm de côté, ou bien par 8 cubes, chacun possédant 2 cm de côté, ou bien par 64 cubes, chacun possédant un seul centimètre de côté. Donc, plus on divise, plus on va garder le même volume, mais on va augmenter la surface d'échange qui passe de 96 cm² à 384 cm². Et ceci est très important pour les cellules parce que ça va augmenter leur capacité d'échanger avec le milieu extérieur. Alors, en conclusion, nous dirons que la cellule est une unité structurelle ou bien structurale, c'est la même chose, est fonctionnelle de tous les êtres vivants, que sa découverte est associée au développement à la fois des outils d'agrandissement et aux observations des cellules et phénomènes cellulaires, que les cellules peuvent présenter des critères d'uniformité comme ils peuvent présenter des critères de diversité. D'accord? Alors, comme critère d'uniformité, on peut citer le contrôle génétique, ou comme critère de diversité, on peut citer par exemple la forme et les fonctions et la taille. La cellule aussi peut être prokaryote ou eucaryote. Les cellules eucaryotes sont soit cellules animales ou bien des cellules végétales. Donc la taille microscopique des cellules leur permet d'avoir une grande surface d'échange par rapport au volume occupé par les cellules qui restent très faibles. Merci de votre attention. Voici la référence que j'ai utilisée. Donc, on se rencontre dans la deuxième partie de ce cours, Charles. Merci.